La vidéo que vous allez voir était initialement prévue pour les fêtes de fin d'année. Suite à ce retard conséquent, la production s'excuse platement auprès de vous en vous proposant une petite animation mal dessinée sur les causes du retard de cet épisode. C'est à moi là. Ok. Alors moi c'est Raph, c'est moi qui fais le montage des épisodes de La Salle Obscure. Donc autour de la mi-décembre, Donovan m'envoie comme d'habitude tous les fichiers pour le prochain épisode. Je reçois tout bien, on discute des détails sur Discord et quelques jours plus tard, j'ouvre ma session pour commencer le montage. En fait, non. Et c'est cassé. Je vais pas entrer dans les détails, mais l'épisode pouvait pas sortir sans que le souci soit réparé. Donc moi je monte sur Vegas avec une licence payante, car je ne suis pas un nazi. Donc je fouille sur internet pour trouver des solutions. Rien. Je demande des conseils sur Reddit et je me fais soulever par les modos sans raison. J'en banne un ou deux là. Je finis par contacter le support pendant plusieurs semaines et ils finissent par me ghoster. Donc avec Donovan on galère à chercher des solutions pendant des jours et des jours pendant que mon PC est littéralement en train de crever en plus de ça. Et enfin un soir... Après des semaines à être au bout du slip au fur et à mesure que l'épisode prenait du retard, les vacances de février sont là, donc je peux enfin dégager du temps pour m'occuper de l'épisode et pouvoir vous le sortir. Et on espère qu'il va vous plaire. Abonnez-vous! Je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi ton Disney préféré? Mon Disney préféré? Oui, ton Disney préféré? Il y en a plein. Choisis-en qu'un. Ah. Bon. Alors. What it made me realize is that there was an intelligence, another kind of intelligence, that was trying to tell a story. Certain tools you use, and those tools become part of a vocabulary that's just as valid as that vocabulary that is used in literature, in our language. Salut, ça va? Alors super, le confinement m'a eu, je suis devenu accro à toutes sortes de drogues, c'est un peu l'enfer quoi. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler de l'un de mes écrivains préférés, Victor Hugo. Véritable homme du 19e siècle, il naît à Besançon le 26 février 1802 et meurt à Paris le 22 mai 1885. Attends, tu vas me dire Victor Hugo est né à Besançon? Oh, tu sais à qui me fait penser? Moi, c'est Fernando Apleteone. J'ai toujours la classe. J'ai à mon actif plus de 780 conquêtes, rien qu'en 2020. Les meufs, elles tombent toutes à mes pieds. Alors si t'aimes ta meuf, reste loin de moi. Et t'es né où, Fernando? À Besançon. On reprend. Victor Hugo donc connaît une jeunesse aisée avec un père général dans l'armée napoléonienne, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, et une mère, Sophie Trébuchet, issue d'une grande famille bourgeoise. Mais cette jeunesse dorée est également triste pour le jeune Victor. C'est un enfant fragile, souvent malade et qui souffre surtout du divorce de ses parents. Alors oui, aujourd'hui c'est ultra courant, mais à l'époque le mot divorce s'était réservé uniquement aux familles les plus aisées qui pouvaient se le permettre, et encore, c'était très malheureux. Bref, après la séparation de ses parents, il voit très peu son père, qui le délaisse, et vit mal sa scolarité effectuée dans une pension. Pour passer le temps, c'est vers ses 12 ans qu'il commence à écrire et à versifier en autodidacte. Le frérot est déjà très ambitieux, il écrit notamment dans un de ses journaux à 14 ans « Je serai Chateaubriand ou rien ». Dois-je vous rappeler ce que moi je faisais à 14 ans? Moi, quand j'avais 15 ans, je m'enregistrais en train de péter et j'étais absolument mort de rire. C'est inutile. Le début de sa vie n'était donc pas super heureux, n'est-ce pas? Je vous rassure, c'est qu'un début. Son grand frère Eugène était affreusement jaloux de Victor. Il avait lui aussi de grands dons littéraires et était amoureux secrètement de la même fille que Victor, à savoir Adèle Fouché, qui deviendra la femme de Victor Hugo par la suite. Je vous explique pas l'ambiance entre les deux frères, ça devait être fabuleux. Oh mon ref, Adèle c'est ma meuf. C'est ma meuf, enregistre, t'as pas intérêt de l'approcher mon ami. Mais vas-y, t'es ridicule. Elle m'a dit que t'étais ma meuf. C'est ma meuf. Elle m'a dit aussi que t'étais moche, con et que tu puais. Ah moi je peux. Pue ta mère. Pouilleux. Vas-y viens, on va voir qui pue. Ah, le 19e siècle, c'était quand même autre chose, hein. Bon, le truc un peu moins drôle, c'est que ce même frère, Eugène, finira par devenir fou, sera plusieurs fois interné et manquera même d'assassiner sa belle-mère en se jetant sur elle avec un couteau. Je vous le dis, le 19e siècle, c'était quand même l'éclate. Mais assez parlé d'Eugène. Victor Hugo avait une sorte de destin tout tracé. Il ne se détournera jamais de son objectif, à savoir peser dans le game des écrivains. Il est très soutenu par sa mère adorée qui sait déjà que son fils a un don et qui le couvre depuis enfant. Approchant la majorité, Victor Hugo sait déjà tout faire. Il peut écrire du théâtre, manie l'art du roman et sait écrire des poèmes. Vous l'aurez compris, Victor Hugo est déjà sur tous les fronts alors qu'il n'est pas encore majeur. Toutes ses œuvres font toutefois office d'entraînement pour Hugo, qui mûrit depuis plusieurs années une pièce de théâtre intitulée Cromwell, parue en 1927 et qui devient le fer de lance du mouvement littéraire qu'il incarnera toute sa vie, le romantisme.
La publication de Cromwell provoquera la première polémique de sa carrière, et c'est pas la dernière. Il dévoile en effet dans la préface de la pièce une illustration, mais surtout une véritable défense du drame romantique. Il remet donc en question les conventions classiques dont la tragédie est dotée depuis plusieurs siècles. Parmi ces conventions remises en cause, on retrouve notamment la magnifique et fondamentale règle des 3 unités. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette règle explique notamment qu'une histoire doit former un tout, une unité d'action, dans un lieu unique, unité de lieu, et dont la durée totale ne doit pas dépasser 24 heures, unité de temps. En conclusion, c'est chiant. C'est donc ce genre de règle que Hugo tente de moderniser avec sa préface, qui définit donc clairement une nouvelle façon de raconter une histoire. La majorité des autres œuvres d'Hugo, citons par exemple Hernani, Lucrèce Borgia ou encore Ruy Blas, continueront dans cette lancée et il s'imposa comme the écrivain romantique du 19e siècle. Bon bah on s'emmerde, moi je me casse, voilà. Bon, hein. Mais non, attends, reste. Cette mise en contexte était importante pour mieux comprendre la suite de sa carrière et notamment le sujet principal de cette vidéo, Notre-Dame de Paris. Cette œuvre monumentale parce que Notre-Dame de Paris c'est un monument, t'as vu? T'es qu'une merde et je te chie à la gueule. Pour beaucoup, Notre-Dame de Paris est quelque chose d'acquis. Chacun d'entre nous sait dans les grandes lignes de quoi il est question. Paris, la cathédrale, Quasimodo, Esmeralda, la cour des miracles, Victor Hugo, et donc bien sûr, ce qui sera au centre du récit, l'amour. L'amour et encore l'amour. Partout l'amour! Mais pour ceux pour qui Notre-Dame de Paris serait une œuvre complètement inconnue, pas de panique. Voici un petit conseil. Lisez le livre. Il a raison. Le fait de lire le livre vous permettra déjà de découvrir l'œuvre originale, un chef-d'œuvre de la littérature française, mais surtout vous pourrez, lorsque vous verrez les différentes adaptations, percevoir toutes les nuances de celle-ci. Parce que oui, Notre-Dame de Paris a été adaptée à de nombreuses reprises. La première, c'était seulement 5 ans après sa publication, lorsque Louise Bertin en réalisa un opéra. S'en suivra, avec des réussites très diverses, une multitude d'adaptations musicales, théâtrales, télévisuelles, mais surtout cinématographiques. On peut s'attarder par exemple sur la plus ancienne, la Esmeralda, réalisée en 1905 par Alice Guy et Victorin Jasset. Ce film, d'une durée approximative de 10 minutes, est, je le redis, co-réalisé par une femme. Il nous plonge dans une époque où le cinéma n'en était qu'à ses prémices. Personnellement, j'aime beaucoup voir des films de cette époque, où le cinéma entamait sa transition vers des films qui voulaient raconter des choses de plus en plus longues, en comprenant petit à petit que le cinéma était un art, plus que le résultat d'un procédé chimique. La Esmeralda montre surtout que Notre-Dame de Paris est devenue au fil des siècles un mythe, qui a traversé les époques, les générations, et qui a été raconté par tous. Peu d'histoires peuvent se targuer, j'adore ce mot, targuer, pas vous ? Peu d'histoires donc peuvent se targuer de connaître un destin mythique comme celui de Notre-Dame de Paris. Il y a par exemple l'autre immense roman d'Hugo, Les Misérables ou bien sûr les pièces de Molière pour ce qui est du territoire français. On peut également parler de Roméo et Juliette, Hamlet, de tous les récits mythologiques antiques, j'en passe, et des meilleurs. Après l'adaptation de 1905, il faudra attendre 1917 pour voir la première adaptation de Notre-Dame de Paris, outre-Atlantique. À nous, le monde traversait une grande période de paix. Non, c'est faux, tu mens. Elle est l'œuvre du cinéaste canadien J. Gordon Edwards. C'est chelou quand même comme prénom J. Qui avait reconstitué Paris et la cathédrale. Le film avait donc bénéficié d'un budget très conséquent pour l'époque et son succès au box-office avait été retentissant, surtout au Brésil. On retrouvera par la suite des adaptations de Notre-Dame de Paris de plus en plus fréquentes, avec presque toujours une focalisation sur les 3 personnages principaux, à savoir Esmeralda, Quasimodo et Frollo. Si les caractéristiques des personnages divergent en fonction des œuvres, la place de l'amour est toujours prépondérante, même si dans l'œuvre de 1923 de Wallace Worsley, une plus grande liberté est prise par rapport au roman. Je vous propose maintenant de faire un petit bond dans le temps et d'atterrir dans les années 90. À cette époque-là, le roman de Victor Hugo a un peu perdu en popularité et aucune adaptation cinématographique n'a vu le jour depuis plus de 40 ans. Jusqu'à qu'un homme, David Stainton, un chargé de création de Disney, se mette en tête de produire une adaptation en animation du classique de Victor Hugo au début de l'année 93. Stainton racontera plus tard qu'il s'était souvenu d'une version illustrée du roman, lu quand il était enfant et avait redécouvert l'œuvre originelle lorsqu'il était étudiant. Il était alors persuadé que malgré la noirceur du récit, il pouvait en tirer un film d'animation musical, un peu à la manière du Roi Lion. Il relit donc le roman plusieurs fois et s'aperçoit de la force émotionnelle incroyable que dégage le personnage du roman. Il note également la force du symbole de Notre-Dame de Paris, qui est aussi romantique que dramatique. Pour Stainton, c'est clair. Notre-Dame de Paris est une pépite. La production commence et le film est confié à 2 valeurs sûres du studio, Gary Trousdale et Kirk Wise.
Les deux compères sont notamment à la réalisation de l'excellent La Belle et la Bête, sorti en cinéma en 1991. Lorsque Trousdale et Weiss sont contactés pour réaliser le futur film, ils commencent tout juste la conception d'un nouveau projet basé sur Orphée, un héros mythologique. Le projet sur Orphée est immédiatement stoppé et le travail, sur ce qui s'intitulera 3 ans plus tard, Le Bossu de Notre-Dame, peut enfin commencer. Mais la question qui se pose, c'est... Ont-ils bien fait d'abandonner ce projet, qui avait l'air pourtant si prometteur? La réponse est bien évidemment oui. Le Bossu de Notre-Dame est un chef-d'œuvre. J'ai une grande affection pour la VF qui a été ma porte d'entrée. C'est donc assez compliqué pour moi d'apprécier le film en VO. À mon âme l'avis, c'est le meilleur Disney. Voilà, comme ça, c'est dit. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Je n'ai jamais vu un Disney qui m'ait provoqué autant d'émotions. À chaque visionnage, c'est toujours particulier. Et à quel moment t'es objectif? Je te baise. Il faut dire que mon histoire avec ce film est très particulière puisque depuis son premier visionnage, lorsque j'avais à peu près 4 ans, il a toujours résonné en moi. J'étais déjà très touché par tout ce qu'il me proposait, à commencer par sa musique, parfois épique, parfois émouvante, mais toujours incroyablement juste. Je vous mets d'ailleurs des liens pour écouter la musique du film en description, parce que... Tu as utilisé ma musique pour en parler dans ta vidéo? Très bien. On va voir qui est qui. Petite pute. Dis au revoir à ta vidéo, elle est désormais à nous. Parce que... Mais bien évidemment, Le Bossu de Notre-Dame ne se résume pas qu'à sa musique. L'atmosphère de ce film est assez proche du livre de Hugo, même si la trame principale est assez lointaine, on va pas se mentir. Par ses thèmes abordés, son langage, sa noirceur par moments, Le Bossu de Notre-Dame est de loin le film le moins abordable des studios Disney, et ça forcément, un enfant le ressent. Mais selon moi, le plus gros point fort de ce film, c'est les personnages. Analysons-les brièvement. Vous l'attendiez tous et toutes, le top 4 des personnages du Bossu, c'est maintenant. Avec pour commencer, numéro 4. Phébus. Au début, c'est un soldat dévoué à la cause de son supérieur hiérarchique, mais il se rend vite compte que ses actions sont moralement répréhensibles. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Il est alors rempli de remords. C'est le beau gosse du film, courageux, séducteur et qui tombe sous le charme d'Esmeralda. Ma femme c'est une meuf bien. Il lâche tout par amour et entre dans l'illégalité pour la sauver. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis 10 minutes, on parle d'amour et parfois aussi d'amour. Numéro 3. Esmeralda. C'est la plus belle des héroïnes Disney, féminine, féministe, séductrice et provocatrice. Nique ta mère. C'est un personnage profondément humaniste, constamment dans l'empathie. Le personnage romantique par excellence. J'aime beaucoup ce personnage qui est d'une force incroyable. Vous êtes des enfants de bourgeois. Des enfants de bourgeois. Number 2. Quasimodo, le héros qui touche en plein cœur le spectateur. L'amour que porte Quasimodo pour Esmeralda est déchirant car tout le monde sait que c'est voué à l'échec. Il est cependant d'une humanité magnifique, fidèle, profondément gentil. Il est d'abord soumis, puis délivré de ses chaînes. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Fabuleusement interprété par Francis Allan, qui avec sa voix douce donne une émotivité très particulière à Quasimodo. Le rôle lui va vraiment comme un gant. Ce personnage m'a fait rêver, si bien que quand j'étais gamin, je voulais sonneur de cloche. Et oui, que voulez-vous, chacun ses rêves. Et enfin le boss final, number 1. Face à ce trio se dresse un personnage complètement infernal, qui représente la vraie force maléfique du récit, Claude Frollo. L'archidiacre, l'alchimiste, l'empereur, le dégustateur, le prêtre Claude Frollo, le méchant absolu de Disney. Jamais un méchant n'en était allé aussi loin dans la cruauté. Son charisme, sa voix puissante interprétée par le dieu Jean Pia, donne à Claude Frollo une profondeur incroyable. Avec sa grande robe noire, son regard effrayant, sa puissance sans limite et sa folie extrême, il crispe le spectateur qui ressent un vrai malaise dès les premières minutes de son apparition. Frollo est dans les toutes premières minutes décrit comme un personnage dur, machiavélique, mais surtout manipulateur. En témoigne sa relation plus que tumultueuse avec Quasimodo, ou bien sa haine caractérisée envers les gitans. Sa quête, c'est pas de trouver le Graal, comme dans Kaamelott. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Lui, son truc, c'est la fameuse cour des miracles. Et cette cour des miracles, ça commence à le foutre un peu en rogne de pas la trouver. D'autant plus qu'il tombe désespérément sous le charme ravageur de Esmeralda. On peut dire que t'étais un peu une salope, est-ce qu'on peut employer ce mot-là? C'est d'ailleurs ça qui va causer sa perte, lui, l'alchimiste en recherche perpétuelle de pureté, ne peut pas se résoudre à aimer. On s'en rend compte à un moment très précis du film où sa folie bascule et devient incontrôlable. Pour renforcer ce côté puissant et tyrannique, il est très souvent filmé en légère contre-plongée. Claude Frollo est un personnage névrosé, très mystérieux, qui marque les esprits. Si vous voulez plus d'infos sur Frollo et le Bossu de Notre-Dame en général, je vous conseille l'excellente vidéo du Grimoire d'Arthur qui s'affiche en haut de l'écran ou bien dans la description. Frollo est définitivement mon personnage préféré. Il est véritablement éloigné des standards de la firme aux grandes oreilles et rappelle à lui seul que le Bossu de Notre-Dame n'est pas seulement un dessin animé pour enfants, mais bien un grand film, doté d'images époustouflantes et d'une morale plus mature qu'à l'accoutumée. Tout cela constitue un film très réussi qui plaît aux petits comme aux grands.
Et c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. C'est la plus grosse vidéo de la chaîne à ce jour et je suis très fier de vous l'avoir présentée. Plus que jamais, si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires en mettant un petit pouce en l'air. Vous serez des amours. Si en plus vous vous abonnez, alors là, je vous kiffe de ouf. Merci encore. On se dit à la prochaine. Bye bye. Eh ben, je sais pas trop. Choisis donc, hein. Allez, vas-y. Désolé, désolé. Oh, j'ai raté. Moche, con et tu puais. Pue ta mère. Sorti du cœur dernier.